L'air, on n'y pense jamais, vraiment. On le respire, c'est tout, il est partout, il remplit tout, mais il semble n'avoir aucune substance. Pendant des siècles, l'air c'était juste le décor, l'arrière-plan de l'histoire. Et pourtant, une philosophie industrielle a réussi à transformer cet élément invisible en une forteresse. Tout commence avec une idée simple, une évidence même. On ne paye jamais pour l'air. C'est un bien commun, c'est gratuit, c'est là pour tout le monde, tout le temps. Et pourquoi est-ce que c'est gratuit ? Eh bien en grande partie parce qu'il est invisible. L'air n'a pas de forme, pas de poids, du moins en apparence, il est juste là. Une ressource si abondante qu'on finit par ne plus y faire attention. Jusqu'à ce que tout change. Avec l'arrivée de l'industrie lourde, notre vision de l'air est complètement bouleversée. Quand des hauts fourneaux doivent tourner sans la moindre interruption, quand l'arrêt d'une seule usine représente des millions, l'air cesse d'être un simple décor. Il devient une matière première, essentielle. Et voilà le premier acte de notre histoire. L'air devient un actif. On va voir comment la révolution industrielle a pu donner une valeur critique même, à cet élément qu'on pensait insaisissable. Deuxième acte, la naissance d'une technologie. On est à Paris en 1902. Une nouvelle société, Air Liquide, vient de naître. Son idée fondatrice, ce n'est pas vraiment un produit, non, c'est un procédé. Une idée radicale pour l'époque, séparer l'air, en extraire ses composants, l'azote, l'oxygène, l'argon. Et pour faire ça, il faut une technologie lourde, complexe, la distillation cryogénique. Le principe, c'est de pousser l'air à ses limites. On le refroidit encore, jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Et seulement là, on peut distiller ses composants, un par un. Le seuil à atteindre est extrême, moins 196 degrés Celsius. C'est la température qu'il faut pour forcer l'air à devenir liquide. Ce chiffre, à lui seul, illustre tout, de l'intensité et de l'exigence de ce processus industriel. Le cœur de cette technologie, ce sont les unités de séparation de l'air, les fameuses ASU. Et là, il faut bien s'imaginer de véritables monuments industriels, immenses, verticaux, et surtout conçus pour fonctionner sans jamais s'arrêter, 24 heures sur 24, 365 jours par an, et ce pendant 30 ou 40 ans. Un arrêt, ce n'est pas un incident, c'est une catastrophe. Ce qui nous amène au troisième acte, le modèle de la continuité. Parce qu'on comprend très vite que le produit qui est vendu, ce n'est pas juste du gaz, c'est la fiabilité, c'est la garantie d'un approvisionnement qui ne s'arrête jamais. Et c'est là la thèse centrale qui va tout définir. L'idée fondamentale, c'est celle-ci. La vraie valeur, ce n'est pas le produit lui-même, c'est la continuité de sa livraison. Et à partir de ce seul principe, tout un modèle économique va se construire. Des contrats à très long terme, on parle de 15-20 ans, des réseaux de pipeline dédiés qui relient directement l'usine au client. Et puis, il y a ces clauses cruciales, dites « take or pay ». En gros, le client doit payer pour un volume minimum, qu'il le consomme ou non. Ça sécurise tout. C'est un modèle qui demande d'énormes investissements. C'est lent, mais c'est incroyablement solide. Acte 4, nous sommes à la veille de la tempête. Plantons le décor juste avant la crise de 2008 pour bien mesurer la puissance invisible qui a été bâtie au fil des décennies. En 2008 donc, Air Liquide exploite 257 de ses cathédrales industrielles, ses SU, partout dans le monde. Chacune est un point d'ancrage, chacune est une promesse de continuité. Et à ça, il faut ajouter plus de 800 km de canalisation. Imaginez des artères, invisibles, mais absolument vitales, qui transportent la matière première au cœur même des usines des clients. C'est un réseau intégré, résilient. Et cette même année, alors que la nervosité commence à gagner les marchés, l'entreprise investit 1,9 milliard d'euros dans ses actifs. Le message est on ne peut plus clair, ce modèle n'est pas fait pour la vitesse, mais pour l'endurance. Les chiffres financiers de 2008 le confirment. Plus de 13 milliards de chiffre d'affaires, presque 2 milliards de résultats opérationnels, la puissance économique est bien là pour soutenir la puissance industrielle. C'est la preuve d'un édifice bâti pour durer. Et on en arrive au cinquième et dernier acte, construit pour résister, parce que dans cette même industrie, une autre voie, une autre philosophie existe en parallèle. Cet autre acteur, c'est Linde, un autre géant mondial des gaz industriels. Sauf que lui s'est construit sur une logique assez différente. On se prépare à une confrontation de modèles. Et voilà la divergence. D'un côté, Air Liquide, qui bâtit des réseaux invisibles, qui mise tout sur la continuité et le capital patient. De l'autre, Lean, qui érige une machine globale, obsédée par la taille critique et l'optimisation des marges. Deux stratégies pour un seul et même marché. Mais le point crucial du modèle d'Air Liquide, c'est qu'il est conçu pour ça. Grâce au contrat long, au prix indexé, il est fait pour encaisser les chocs. La volatilité est absorbée, les cycles économiques sont amortis, la crise peut venir, il est prêt. Et la crise, elle arrive. Alors que le monde de la finance est sur le point de s'effondrer, l'obsession de ce géant industriel, ce n'est pas la croissance à tout prix. Non, c'est une seule chose, continuer de livrer, quoi qu'il arrive.
Imaginez, on est en 2008, la crise financière mondiale est sur le point de tout balayer. Et pourtant, une entreprise, Air Liquide, est déjà bâtie différemment. Sans secret, elle ne dépend pas d'un seul produit, ni d'un seul client, ni même d'un seul cycle économique. Et attention, cette diversité ce n'est pas du tout un hasard. Non, c'est le fruit d'une construction patiente, une véritable architecture pensée pour la résilience. Alors, comment ça marche ce modèle ? Pour le comprendre, il faut voir qu'il repose sur 4 piliers bien distincts et chacun à son propre rythme. Le premier, le plus important en termes de chiffre d'affaires, c'est l'industriel marchand. Lui, il dessert plus d'1 million de clients, de l'artisan à la PME. Le deuxième pilier, c'est la grande industrie. Là, on change complètement d'échelle. On parle des contrats à très long terme, signés avec les géants de la sidérurgie ou de la chimie. Troisième pilier, et celui-ci est absolument vital, et surtout, il est très peu sensible aux cycles économiques, c'est la santé. C'est elle qui fournit les gaz médicaux essentiels aux hôpitaux et aux patients chez eux. Et enfin, le quatrième pilier, l'électronique. C'est le côté haute technologie du groupe, celui qui alimente notre monde numérique avec des gaz d'une pureté incroyable. Vous voyez, ces 4 activités, ensemble, elles créent un équilibre unique, vraiment conçu pour traverser les tempêtes. Bon, maintenant qu'on a vu les 4 piliers, regardons d'un peu plus près comment tout ça s'articule. Parce que ce qui est fascinant, c'est qu'ils fonctionnent ensemble, mais pas du tout au même rythme. D'abord la grande industrie. Ici, on joue la carte du temps long, du très long terme même. Tout est bâti sur des contrats qui sécurisent les revenus pour des décennies avec les plus grands noms de l'industrie lourde. On parle de contrats qui durent entre 15 et 20 ans. Et à l'intérieur, il y a une clause qui change tout, le take or pay. Ça veut dire quoi ? Eh bien ça garantit des flux de trésorerie stables, même si le client ralentit sa propre production. C'est une sécurité énorme. Et puis, à l'exact opposé, on a l'industriel marchand. Là, la philosophie est complètement différente. La force, ce n'est pas la taille des contrats, c'est le nombre. Plus d'1 million de clients, pensez-y, des PME, des artisans. Avec une base aussi large, la défaillance d'un seul client n'a quasiment aucun impact sur l'ensemble. Le risque est complètement pulvérisé. Vient ensuite le pilier santé, qui, lui, vit dans son propre monde, presque déconnecté des cycles économiques. Pourquoi ? C'est simple, ces produits sont une question de vie ou de mort. Ils sont vitaux, très réglementés et donc par nature très peu cycliques. Et c'est ça le point clé. Quand l'industrie tourne au ralenti, quand des usines doivent fermer temporairement, les hôpitaux, eux, ne ferment jamais. L'activité de santé continue, quoi qu'il arrive. Mais voilà. Pendant qu'Air Liquide construisait patiemment cette diversification, de l'autre côté de l'Atlantique, un de ses grands concurrents faisait un pari. Mais alors un pari radicalement opposé. C'est vraiment l'opposition de 2 stratégies. D'un côté, Air Liquide qui dilue le risque. De l'autre, Air Products and Chemicals qui au contraire le concentre. Ils ont tout misé sur une seule carte, l'hydrogène, à travers des méga projets gigantesques et ultra risqués. Un vrai coup de poker. On se retrouve donc avec 2 philosophies qui s'affrontent. L'une qui cherche l'accélération à tout prix, et l'autre qui est pensée, construite pour l'endurance. Et avec le temps, le résultat de ces paris est devenu clair. Pour Air Products, il s'est avéré incroyablement coûteux. Ça s'est traduit par des milliards de dollars en charges exceptionnelles. Concrètement, sur l'exercice fiscal 2023, cette stratégie a même mené à une perte opérationnelle de presque 900 millions de dollars. C'est une illustration parfaite du danger de la concentration quand les choses tournent mal. Et tout ça nous amène à cette idée qui résume tout de façon magistrale. Là où Air Products concentre le risque pour accélérer, Air Liquide le dilue pour durer. Au final, ce que le modèle d'Air Liquide a démontré, c'est qu'en période de crise, la croissance, c'est un luxe. Mais la résilience, ça, c'est une nécessité, une absolue nécessité. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale, surtout après une crise. Pour soutenir une entreprise qui est vraiment construite pour durer, de quel type de capital a-t-on réellement besoin ? Dans le monde de l'industrie lourde, il y a un capital qui est plus puissant que l'acier, plus solide que le béton. C'est un capital invisible, un capital qui ne se compte pas en tonnes, mais en décennies. C'est ce qu'on appelle le capital de la patience. Et soudain, vient le test ultime. 2008, la crise financière mondiale. Tout bascule. Les marchés se figent, les banques s'effondrent. En un instant, la confiance, elle a disparu. Pour l'industrie, ce n'est pas juste une petite crise. C'est un arrêt brutal. Le moteur de l'économie mondiale s'est coupé. Net. Les conséquences sont immédiates et elles sont violentes. Les commandes, toutes reportées, les investissements gelés sur place, et la confiance, qui est un peu le carburant de toute l'industrie, eh bien elle s'est complètement évaporée.
Et c'est justement dans ce contexte de chaos total que les résultats d'Air Liquide pour l'année 2009 vont être publiés. C'est un peu le test de résistance grandeur nature pour le groupe. Alors le chiffre d'affaires bien sûr, il recule, il atteint presque 12 milliards d'euros, bon c'est logique, c'était prévisible, personne ne peut échapper à une tempête pareille. Mais voilà, la première grosse surprise. Beaucoup de recherches ont été nécessaires pour produire cette vidéo. Si elle vous plaît, laissez un petit pouce bleu, ça me montre que vous voulez voir plus de formats de ce genre. Le résultat net, lui, il tient bon. 1,23 milliard d'euros. Dans un monde qui est en train de s'effondrer, la rentabilité de l'entreprise, elle, reste aussi solide que ce pilier de béton. Et le chiffre le plus important, c'est peut-être celui-ci. La capacité à investir, elle, est intacte, plus d'1,4 milliard d'euros. Ça veut dire que non seulement l'entreprise survit, mais en plus, elle garde les moyens de construire son avenir. Du coup, la question est évidente. Comment est-ce que ce géant industriel a pu absorber un choc aussi violent sans se briser en 1000 morceaux? La réponse, en fait, on ne la trouve pas dans les usines ou dans les pipelines. On la trouve dans quelque chose de beaucoup moins visible, le profil de ses propriétaires. Air Liquide repose sur un socle assez unique, son actionnariat individuel. On parle de centaines de milliers de personnes, des épargnants, des salariés, des familles, qui sont souvent là depuis des décennies et qui sont habitués à voir sur le long terme. Et c'est vraiment ça le point crucial. Quand les marchés financiers cèdent à la panique générale et vendent tout, ce socle d'actionnaires patients, lui, il ne bouge pas. Il apporte une stabilité absolument fondamentale. Et c'est là, en pleine tourmente, que l'entreprise va prendre une décision. Une décision qui peut sembler complètement contre-intuitive, mais qui va se révéler être un véritable coup de maître stratégique. Le dividende par action est maintenu, 2,25 €. Ce n'est pas juste un geste comptable, c'est pas un automatisme, non. C'est un message. C'est un signal de confiance très fort, envoyé à tout l'écosystème. Aux actionnaires d'abord pour leur fidélité, aux salariés pour leur engagement, aux clients pour leur garantir que tout continue, et bien sûr au marché pour affirmer que l'entreprise tient bon et qu'elle va continuer d'investir. Et cette stratégie du temps long, elle va définir la trajectoire de l'entreprise pour toutes les années qui suivent. Ça va révéler une définition de la performance qui n'est pas vraiment celle des standards habituels du marché. Alors que l'économie mondiale se remet à peine, Air Liquide ne fait pas une surperformance brutale. Non, l'entreprise progresse. Régulièrement, chaque année, sans aucune rupture. Le chiffre d'affaires et le résultat net augmentent méthodiquement. Et pendant ce temps, la rentabilité et l'endettement restent parfaitement maîtrisés. À la même époque, ses concurrents, eux, suivent d'autres chemins. Prenez Linde par exemple. C'est une machine d'ingénierie incroyable, complètement optimisée pour atteindre des marges opérationnelles exceptionnelles. C'est une quête de performance pure. Air Products, de son côté, met le paquet sur le retour aux actionnaires, avec un dividende qui augmente constamment depuis des décennies. C'est un signal de fiabilité financière, une promesse de récompense immédiate. La singularité d'Air Liquide, c'est de ne pas chercher à être le meilleur sur une seule métrique, ni la marge la plus haute, ni le dividende le plus spectaculaire. Non, ce que l'entreprise cherche, c'est autre chose. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, elle s'affiche juste ici. Elle vous apportera tout autant de valeur ajoutée. C'est la continuité, une stabilité industrielle, financière et actionnariale. Alors, après avoir traversé la plus grande crise financière de l'histoire moderne, une question se pose. Qu'est-ce qu'on fait de cette solidité qui a été si chèrement acquise? Tous les éléments sont là. Un modèle économique basé sur des contrats à long terme, une diversification qui a prouvé son efficacité, une capacité d'investissement intacte, et bien sûr ce fameux socle d'actionnaires fidèles. L'entreprise a vraiment passé l'épreuve du feu. Le calme est revenu sur les marchés, les bilans sont solides, l'industrie se réorganise, et une nouvelle date commence à apparaître à l'horizon, 2015. Parce que dans l'industrie, parfois, tenir bon, ce n'est qu'une étape. Il y a un moment où il faut savoir utiliser sa force. Un moment où une entreprise qui a été construite sur la patience doit décider si elle est enfin prête à prendre le risque de changer d'échelle pour de bon. Si vous avez aimé ce concept, sachez que je prépare une version encore plus folle pour la prochaine fois. Activez la cloche pour ne pas la rater, c'est le meilleur moyen de soutenir ce projet.